Mesdames, Messieurs, cette semaine, à votre émission Si tu le vis, c'est humain, c'est tout. Toujours un grand plaisir d'avoir en notre compagnie, réalisateur et animateur de cette émission, M. Michel Langelier, oui, dis-je, intervenant psychosocial au Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, comme à l'habitude, bonjour M. Michel, ça va bien? Ça va très bien, mon cher Mirko, et toi-même? Oui, ça va très bien. Comme à l'habitude, on débute en faisant le point sur l'ensemble des services du Centre Action bénévole Gascon-Percé, à savoir si tout va comme sur des roulettes, encore une fois, pour le moment. Oui, tout va très bien. Tous les services sont maintenus, qu'on a parlé à maintes reprises. Mais au lieu de les nommer cette semaine, nous avons la chance d'avoir une invitée. C'est une jeune fille de 21 ans. Tu sais, on nous demande souvent, avez-vous eu des problèmes à recruter des bénévoles? Non, ça a super bien été. Donc, on a eu des jeunes. Et Camille Delbarre-Picard, qui a 21 ans, s'est impliquée dès le début de la crise du COVID. Non seulement elle fait la popote roulante, elle fait de l'accompagnement médical, elle va porter les plats givrés. Il est vraiment engagé. Hein? Je la sens sérieuse dans sa démarche. Fait que je trouvais ça intéressant aujourd'hui de la voir avec nous parce qu'elle, d'autant, c'est sûr qu'elle, c'est comme nos yeux sur le terrain. Elle a des contacts avec les personnes âgées, avec les proches aidants, tout ça. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir son point de vue, tout en parlant de son expérience personnelle par rapport à tout ça, de tout ce que ça peut lui apporter. Alors, c'est avec un énorme plaisir, Mirko, que je te laisse avec cette chère Camille. Bonjour Camille, c'est vraiment super de pouvoir discuter avec toi ce matin de cette expérience de bénévolat pour toi. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour à vous. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous ce matin pour discuter de tout ça. Dis-moi donc, Camille, à prime abord, tu as été intéressé par cette expérience de bénévolat au Centre Action bénévole. De quelle façon tu as été attiré vers le Centre Action bénévole Gascon-Percé? Ben, premièrement, ça a été un peu un addon parce que moi, je suis arrivée le 15 mars, j'avais plus d'école, je travaillais plus. Donc là, j'étais habituée que ma routine personnelle était comme était arrêtée. Puis pendant ce temps-là, j'ai vu l'affichage du Centre d'action bénévole comme quoi ils cherchaient des bénévoles. Puis là, je me suis dit, ben, c'est une bonne occasion de me trouver quelque chose à faire. Puis de deux, moi, j'ai toujours trouvé ça beau qu'il y avait des bénévoles qui s'impliquaient. Puis je trouvais ça dans le fun. Puis je l'ai trouvé courageux. Fait que je me suis dit, ben, ça serait le fun que moi aussi je le fasse. Puis ça pourrait me rendre fière de moi. Puis en même temps, je vais pouvoir donner aux autres à place de rester chez nous. Tu sais, je mets comme je me mets à profit. Fait que j'aimais ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été attirée au Centre d'action bénévole. Il n'y a eu aucune crainte dès le départ de ta part et j'imagine qu'il y a eu un bel accueil et un bel encadrement dès le départ de l'équipe du Centre Action bénévole lorsqu'on t'a reçu comme bénévole. Ouais, vraiment. Puis en plus, ça m'a vraiment surpris parce qu'au début, moi, je pensais que j'allais rentrer là puis elle allait me dire ah, va là, 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 fais ci, fais ça. Mais en fait, compte, ils ont vraiment pris le temps de s'asseoir avec moi, savoir qu'est-ce que moi je cherchais là-dedans, quel temps que j'avais à donner. Donc, il y avait comme vraiment un beau soutien des employés, des intervenants du Centre d'action bénévole. Donc, ça n'a pas été fait à la ramasse comme ce que j'aurais eu comme crainte à cause de la situation. Ça a vraiment été selon. On pense vraiment aux bénévoles quand on leur demande, quand ils viennent se proposer comme bénévoles. Justement, ça ressemble à quoi ton implication comme bénévole au Centre Action bénévole de Gascon-Percé, oui? Ben, comme que Michel disait tout à l'heure, ben, je fais de l'accompagnement médical. Là, c'est sûr que ces temps-ci, il y en a moins vu que ils prennent moins de rendez-vous dû à la situation du COVID-19. Mais j'en fais quelques-uns. Puis sinon, je fais aussi la popote le lundi, mardi, qu'on va chercher au fraiseur et je l'apporte chez les gens qui la demandent. Et aussi, j'amène des plats givrés sur demande. Dans le fond, dans la semaine, le Centre d'action bénévole va m'appeler pour savoir si je peux aller apporter ou pas, si je suis disponible pour aller leur apporter des plats givrés.
Comment ça se passe, le contact humain avec les gens que tu rencontres? Quelle observation tu en fais? Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas fait de bénévolat avant la crise, donc je peux pas trop comparer. Je sais que là, il y a quand même comme des distanciations qu'il faut suivre, mais par contre, on a vraiment un beau contact avec eux, puis on est quand même privilégié de nous pouvoir aller, par exemple, juste apporter la popote à quelqu'un, on rentre dans le cadre de porte, on leur donne, mais ça ne nous empêche pas de parler avec eux 5-10 minutes, puis comme que on sait des fois, des fois, c'est des gens qui sont super bien entourés par leurs proches, mais aussi ça peut être des personnes qui sont plus seules. Donc là, ils ont plein de choses à nous dire, puis on prend le temps. Moi, je prends le temps de parler avec eux, puis c'est vraiment, on a un beau contact malgré la situation. Puis aussi, ces personnes-là, je trouve que je sais pas si on peut généraliser ça, mais moi, les personnes que je côtoie, je trouve vraiment que c'est des personnes positives, que malgré tout ça, tu sais, on n'arrive pas là, puis ils sont comme, oh non, 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 tu sais, genre, non, ils vont prendre le temps de parler avec toi, puis c'est vraiment des gens gentils, puis ça nous fait plaisir. Donc, tu ressens vraiment que les gens sont heureux de te voir lorsqu'ils te voient et Ouais. puis il y a vraiment un beau partage qui se vit à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est du donnant-donnant? Oui, vraiment, parce que moi, au début, je pensais justement pourquoi que je trouvais le monde bon de faire du bénévolat, c'est que je me disais tout le temps, ah, c'est des gens qui donnent sans recevoir. Parce que moi, je me disais, bon, ben dans la vie, tu sais, il faut gagner sa vie, puis si tu fais du bénévolat, ben, tu sais, tu donnes puis tu reçois pas. Mais après, en faisant du bénévolat, ben, tu te rends vraiment compte que tu reçois toi aussi plein de belles, tu sais, tu reçois des belles qualités, puis tu te valorises à l'intérieur de tout ça. Donc, tu donnes, mais tu reçois terriblement. Puis je pense que même, je veux pas dire que tu reçois plus que si tu serais à l'emploi, mais tu reçois différemment. Ça a été une belle façon pour toi de grandir à l'intérieur de expérience-là. Oui, je le dis. Pour toi, là, ça a Ouais, vraiment été... vraiment, vraiment, ça fait grandir. Puis surtout pour tu sais, moi, j'ai 21 ans, puis souvent, tu sais, j'ai des amis qui en font, puis je trouvais ça le fun, mais j'étais là, bon, à 21 ans, tu sais, faut quand même, genre, que tu travailles pour ramasser pour les études, puis, mais en fin de compte, je me rappelle plus la question, excuse. C'est quelque chose qui a été réellement bénéfique pour toi, là. Tu en retires vraiment quelque chose de très C'est positif, ça, là. ouais. Je trouve que ça m'a servi, puis ça va me servir aussi au long terme, avoir fait du bénévolat. Ça a vraiment été bénéfique, c'est ça. Nico? Oui, si tu permets, en préparation de l'entrevue, moi et Camille, on s'est parlé, bien sûr. Elle me parlait du rapport à l'argent. J'aimerais ça qu'elle nous en parle un petit peu. Ah oui, c'est ça. Ben, dans le fond, justement, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est qu'on est beaucoup dans une société où il faut qu'on travaille pour gagner notre vie, puis qu'un service, mettons quelqu'un va te rendre un service, automatiquement, tu vas le payer ou des choses comme ça. Mais en vrai, on dirait, je trouve qu'on perd un peu le contact humain en faisant tout ça. Je trouve qu'en bénévolat, on prouve un peu le contraire que tout se rapporte pas à l'argent, ça peut se rapporter à des contacts humains. Surtout en ce moment, on a besoin de ça, des contacts humains dans notre société, sinon on va se perdre dans pas le capital, un peu le capitalisme, puis ces choses-là. Donc, je trouve ça, moi personnellement, je trouve que le bénévolat, ça concorde avec mes valeurs à cause de ça. Mais puis aussi, le bénévolat, c'est plus. Moi, je vois ça comme un passe-temps parce que c'est quelque chose que tu vas faire parce que tu aimes ça, puis ça sera jamais une tâche autant que travailler. Ben, tu sais, ton employeur, il va te donner des tâches, mais dans le bénévolat, t'es plus libre, puis tu fais ce qui t'intéresse. Fait que c'est un passe-temps, puis en plus, tu te donnes aux autres. Fait que c'est ça. Si on résume en gros, c'est vraiment une belle expérience humaine de contact humain. Ça fait grandir l'âme. Quand on a un salaire, ça aide au portefeuille, mais quand on fait du bénévolat, qu'on rencontre des gens, qu'on collabore avec des équipes qui sont bien établies, et ça permet de faire grandir l'âme. Ouais, c'est les deux. Moi, je trouve que le plus beau, c'est le mix des deux. Si on combine les deux. Tout à fait, tout à fait.
Alors, ben, c'est merveilleux, un beau témoignage comme ça à l'émission cette semaine. On te félicite, là. Il faut quand même être courageux là, d'entreprendre ce genre de bénévolat là, dans une situation aussi exceptionnelle que la COVID-19. Donc, on te félicite pour cette implication-là. Puis, on espère là, que ça va contaminer des gens d'en faire autant dans ton entourage. D'autant plus à 21 ans, c'est une belle philosophie de vie tout à fait. Et on sent vraiment de la maturité dans ton intervention. Vraiment, là, belle entrevue ce matin, fort intéressant. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Camille. Merci, merci. Merci, passez une bonne journée. Moi aussi, à bientôt. Donc, Incroyable, à bientôt. franchement, là, un beau témoignage. C'est vraiment, là, ça fait grandir d'entendre des jeunes nous parler comme ça et nous donner l'exemple et nous mobiliser autour de l'importance aussi que peut être, que peut apporter le bénévolat dans une société. On en a vraiment la preuve là, ce matin. Là. Oui, c'est très inspirant. Puis on voit la profondeur de cette jeune fille. Elle jase de valeur. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais ce dont je suis le plus fier dans tout ça, c'est les invités qu'on réussit à avoir à notre émission. Hein. Madame Janine, la semaine passée, c'était spectaculaire. Cette semaine, une jeune de 21 ans, c'est intéressant. Ça permet de mettre le focus sur des gens de l'ombre, dans le fond. Fait que c'est intéressant. Alors, oui, je pense que c'est important aujourd'hui de parler des gens avec qui je travaille parce que souvent, c'est pas eux qui deviennent devant la caméra, on entend la radio. C'est moi. Et moi, j'annonce les beaux services, tout ce qu'on fait pour maintenir tout ça. Mais je pense que c'est important de souligner leur travail. Alors, je veux simplement prendre le temps de les nommer. Il y a Jacques Langelier, Chantal Alain, Joanny Castillo, Cindy Langlois, Adrien Roussy et Délice Colantin. Ce sont des gens dévoués qui mettent leur cœur et leur âme à offrir les meilleurs services possibles. Voilà. Quand on souligne la petite famille du Centre Action bénévole, dont j'entends beaucoup parler, et l'expérience du bénévolat, c'est toujours du positif que j'entends parler dans la population. Franchement, une belle équipe. Félicitations à toute cette belle famille-là du Centre Action bénévole. Merci. Et tout ça, chapeauté, bien sûr, par notre directrice qui, proactive comme ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Josiane Blais. Super, belle équipe. On voulait aussi parler cette semaine à l'émission de la culpabilité. Oui, la fameuse culpabilité. On a effleuré le sujet la semaine passée par rapport au proche aidant, mais la culpabilité, ça fait partie du processus humain. Hein? On la vit à différents âges, à différentes transitions de vie, dans diverses situations. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on pense qui peut nous empêcher d'avancer, mais en même temps, ça peut être quelque chose qui nous aide à avancer. Fait que c'est complexe comme sujet et je veux juste rappeler que je viens pas en parler comme un spécialiste qui a lu là-dessus, mais comme un être humain qui en vit beaucoup et qui a eu la chance d'intervenir avec des gens qui en vivaient beaucoup. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle et je ne suis pas psychologue et psychiatre, je tiens à le préciser. Alors, on parle de culpabilité objective versus de la culpabilité subjective. On ne fera pas une étude approfondie de ça ce matin, mais pour donner un exemple de la culpabilité objective, c'est-à-dire c'est un fait, c'est factuel. Exemple, j'ai volé dans un dépanneur, je suis revenu coupable et je me sens coupable d'avoir commis ce geste. Bon, hein, on a raison de se sentir coupable parce que c'est fait. Mais la culpabilité subjective, c'est elle qui est la plus dangereuse parce qu'on dit c'est le sentiment de culpabilité. Hein? Puis on sait que tout ça peut nous emmener dans de la détresse, des angoisses, de l'anxiété. Hein? C'est sans fond, la culpabilité. Hein? Puis je relis ça aussi, j'ai réfléchi moi-même quand je me sens coupable, c'est souvent à des exigences trop élevées qu'on se donne. On veut atteindre ça, et si on n'y arrive pas, on se sent coupable. Fait que, moi j'ai eu une grosse réflexion là-dessus, je me suis dit, peut-être que si je diminuais les attentes que j'avais envers moi-même, peut-être que je diminuerais la culpabilité. Mais bon, hein, on apprend à fonctionner d'une certaine façon, mais d'en être conscient de ça, ça peut être une façon de mieux la gérer. Puis, la culpabilité, dans le fond, il faut aussi en parler.
elle fait partie de la vie. Ça peut être des occasions de grandir aussi, la culpabilité. Mais si on reste trop dedans, on peut s'y perdre. Alors, une façon moi, ce que je suggère tout le temps, comme pour être cohérent avec tout ce qu'on jase depuis le début de nos chroniques, c'est un sentiment qu'il ne faut pas mettre de côté. À un certain moment donné, oui, mais ce n'est pas la première étape, selon moi, bien humblement. La culpabilité, justement, Jacques, qui travaille ici, m'a déjà dit, assis-la à côté de toi, puis parle-y pendant un petit bout. C'est-à-dire qu'il faut lui donner le droit, elle aussi, d'être là, parce qu'elle fait partie de la vie. Puis encore là, si on dit, non, va-t'en sous le tapis, elle va revenir de façon plus intense. Alors, dans le fond, c'est de jaser avec. Pourquoi je me sens coupable? OK. Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Ça, c'est important aussi de réaliser parce qu'il y a des fois, disons, une situation que j'ai déjà vécue, tu es en conflit avec quelqu'un, mais dans mon cas, je sais que c'est moi qui ai peut-être un peu dépassé les limites. Mais là, mon cerveau se bat pour dire, c'est pas moi, c'est elle qui est coupable. Fait que là, il y a comme une culpabilité qui est là, mais que j'essaie de tasser. Mais moi, je vous jure, mais je suis à peu près certain que si vous lui donnez 5 minutes pour je me sens coupable. Pourquoi je me sens coupable? OK, j'ai peut-être dépassé les bornes un petit peu. Fait que lui donner le droit d'exister permet qu'elle puisse partir un petit peu plus vite. Fait que je pense que c'est important de le faire. Fait que la culpabilité, c'est vaste, c'est sans fond. Juste faire un lien aussi avec la culpabilité par rapport aux proches aidants. Bien sûr, on sait que ces gens-là sont investis d'une mission. C'est ce que j'entends souvent. Les exigences qu'ils ont d'eux envers la personne malade, des fois, sont je le dis sans jugement, sont trop grandes. Moi, pour avoir accompagné des gens, pour voir des gens ou jaser avec des gens en situation de COVID, on essaie de voir si les exigences qu'ils ont ne sont pas disproportionnelles à ce qu'ils peuvent accomplir. Il faut avoir des exigences qui sont réalistes. Ça, c'est bien important. Nos proches aidants, c'est ça. S'il manque une sortie, s'ils vont pas visiter une fois le malade à l'hôpital, en institution, s'il y a un service qu'ils font pas telle journée, ils se sentent coupables. Fait que c'est dans le fond, ce qu'on retient de ça, c'est d'évaluer nos attentes versus qu'est-ce qu'on peut offrir. Et ça, c'est vraiment important. Et je terminerai en parlant du deuil. Si, en général, les deuils de la vie, les deuils, ça peut être de perdre des gens, perdre un travail, quand on vit des pertes. Il y a une culpabilité. Si on prend le deuil d'une personne près de nous qui décède, il y a une culpabilité qui va venir automatiquement. Même si on a tout fait à 100%, on a été là, on va trouver le tour de se reprocher quelque chose. Ça fait partie de la game, comme on dit, parce que ça devient comme un mécanisme de défense. Quand on est là-dedans, ça nous évite un peu de ressentir la cruauté de l'émotion qu'on vit en ce moment. Donc, ce que les gens peuvent retenir aussi quand vous êtes en processus de deuil, vous captez les gens, il y a une culpabilité qui est là, qui va venir avec, même si vous avez été parfait. Juste de temps en temps, de prendre le temps de jaser avec, si vous permettez l'expression, dans le fond, de la regarder, de la nommer, puis avec le temps, le discours moins dans les émotions, le discours plus rationnel va s'installer tranquillement, et c'est de cette façon-là que la culpabilité va diminuer. Mais de faire l'exercice d'en parler, de le nommer à quelqu'un de confiance, ça aide beaucoup. Voilà. La culpabilité, on pourrait en jaser des semaines, mais juste un petit topo comme ça là, pour supporter les gens quand ils en vivent. Oui. Si on résume rapidement, lorsqu'on la ressent, cette culpabilité-là, c'est de se sentir tout à fait normal en tant qu'être humain d'avoir ce sentiment-là et d'être conscient que d'en discuter avec quelqu'un peut nous aider à bien la gérer. Et pour celle qui doit écouter quelqu'un qui ressent cette culpabilité-là, d'avoir une très bonne écoute. Oui. Recevoir ce que la personne dit. Pas tout de suite dire, je donne un exemple. Ah mon Dieu, moi quand ma mère est décédée, on avait eu, sans rentrer parce que c'est l'exemple qui me vient en tête en ce moment, sans rentrer dans les détails,
2 mois avant, on avait eu une conversation sur des choses importantes. Disons que ça avait été important. Quand il est décédé, je me suis dit, hey, mon Dieu, c'est peut-être moi qui l'a fait mourir avant son temps en ayant une conversation comme ça. Aujourd'hui, j'en ris de ça parce que c'est impossible. Mais quand tu le vis, tu es persuadé que c'est ça. Fait que si tu gardes ça pour toi, ces choses-là, tu risques d'être pris en guillemets avec plus longtemps. Fait que d'en parler avec les gens, et pour revenir à ton écoute, souvent les gens veulent nous dire, ben non, arrête, t'as tout fait. Tu le dis à la fin. Moi, tu sais, il faut rassurer la personne que toi, mais il faut que ça se fasse de façon sincère, que la personne a bien fait, mais en même temps, de ne pas la couper dans sa façon de l'exprimer au départ. Il faut qu'elle l'exprime, puis à la fin, on peut rendre ça, la personne qui écoute peut ramener des éléments qu'elle a nommés pour la soulager. Fait que voilà. À notre émission cette semaine aussi, on a un menu, vraiment un superbe bel article que tu vas partager avec nous pour parler des personnes de 70 ans ou des alentours de cet âge-là. Souvent, une partie de la population qui a eu, disons, à vivre certaines périodes difficiles dans les dernières semaines. J'ai lu l'article. Parle-nous de ce bel article-là. C'est vraiment fort intéressant, là, la façon avec laquelle la situation nous est présentée. Hein? Oui, parce que, tu sais, au début, quand on a déclaré la pandémie et tout ça, et que tout s'est mis en place au niveau du confinement, rapidement, je trouve qu'on a mis les personnes âgées vraiment par bonne conscience. Nous voulons vous protéger. On les a confinées, mais de façon un peu personnellement, j'ai trouvé ça très difficile et j'ai vu des fois des gens, j'ai lu, c'est-à-dire des commentaires de gens qui voyaient des personnes âgées à l'épicerie, qui disaient « Hey, gang de malades, restez chez vous ». J'ai eu une réaction à ce moment-là qui m'a indigné pas mal. Et Josiane a trouvé un article, elle a dit « Gang, Michel, j'ai trouvé cet article-là, qu'est-ce que tu en penses? » Hey, j'ai dit « C'est éloquent, ça représente exactement selon moi, ce que les aînés, certains aînés, auraient le goût de dire à la population en général. C'est un article de Mme Huguette Poitras, du Journal Le Soleil, qui s'est inspiré d'une phrase de notre poète Claude Péloquet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un grand poète des années 60-70 à la Révolution tranquille, tout ça. Disons qu'il était assez frontal dans sa façon de dire les choses. Fait qu'elle s'est inspirée de cette phrase. À force de respecter l'autre, on le tue. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, Mme Poitras, elle c'est suite à beaucoup de discussions avec des personnes âgées qu'elle en est venue à faire cet article pour parler à leur nom. Alors, je vais vous lire ça. Obligé de mettre les lunettes. Alors, que vous nous appeliez aînés, vieux, personnes âgées, seniors, nous sommes d'abord et avant tout vos concitoyens. Les 70 ans et plus ne sont pas une nouvelle souche de l'humanité, encore moins une manifestation virulente de la COVID-19. N'essayez pas de nous rendre invisibles derrière les rideaux. Ne nous étouffez pas par amour ou par honte. Nous voulons faire partie de cette histoire collective que nous vivons de force en ce moment. Pas plus confinés que les autres, pas moins. Nous sommes dans le même bateau face à un ennemi commun. Laissez-nous choisir nos armes pour cheminer et combattre à vos côtés. Pour les aînés qui ont la chance d'être encore sur le marché du travail, l'après-COVID-19 se traduira quand même en un avenir professionnel rétréci. Parfois, comme une peau de chagrin. On ne veut pas en perdre une seule minute. On est fait pour vivre ensemble, tous âges confondus. Laissez-nous vivre le reste de notre âge avec nos familles, parmi nos concitoyens. Et même si nous sommes plus à risque de mourir de la COVID-19, c'est à nous de décider de notre degré d'exposition lors du confinement, tout en respectant les règles communes à tous. Laissez-nous cheminer dans ces terribles dédales de l'histoire sans nous infantiliser avec toutes sortes de discours prononcés par des personnes qu'au demeurant nous aimons bien. Mais là n'est pas la question. À partir d'un certain âge, il y a moins de variété dans les choix à venir. C'est intéressant ça. Et en définitive, pour ceux d'entre nous
dont le choix est de ne pas sacrifier sa liberté sur l'autel de la santé, laissez-nous faire ce choix en paix. Voilà, je trouvais que c'était éloquent et que, bon, on va laisser les gens réfléchir à tout ça, comment ils voient ça. Mais certaines personnes âgées, il y en a qui, tu sais, on a entendu au départ, ben là, ils comprennent rien, ils vont là. Mais moi, j'en vois aussi qui se sont complètement enfermés, qui en sont devenus, même aller dehors, pour eux, il y a un risque. Fait que ça a eu des effets pervers, tout ça. Fait que je pense que là, on est dans la conscience qu'il faut un petit peu réparer tout ça, revoir les façons de faire. Et voilà. C'est compréhensible là, que ces gens-là aussi se sont sentis un peu infantilisés de par Oui. l'encadrement qui a été offert. Et à la fin du texte, là, il y avait la dernière phrase, c'est « Ceci est valable de l'enfance à l'âge avancé ». Je trouvais que c'était vraiment là, pertinent aussi de terminer sous cette phrase-là, parce qu'on a senti un encadrement un peu comme si ces personnes âgées devaient avoir le même encadrement que des enfants qui sont soit en la garderie ou en début d'école primaire, là. Ils sont devenus le vecteur un peu du virus. Hein. C'est comme si la démarche au départ, c'était pour les protéger à eux, mais il y en a qui n'ont pas fait la différence. C'est comme si la personne âgée était le virus sur deux pattes. Moi, je me suis indigné au début. Bon, voilà. Fait je trouvais important de ramener cet article-là parce que ça donne la place encore, la parole à nos aînés. Voilà un article qui fait réfléchir et d'autant plus qu'on est parti vraiment pour une longue période. J'irais même jusqu'à dire qu'on est parti pour apprendre réellement à vivre avec cette réalité de la COVID-19. Donc, il va falloir évoluer là, dans nos mentalités et laisser de côté la peur pour plutôt y aller vers une façon de gérer de façon correcte, équitable et en respect de l'ensemble des gens qui nous entourent. Ça touche toutes les tranches d'âge. Hein. Autant au niveau j'entendais dans les médias, là, même au niveau des ados, hein, on ressent, les ados ont été mis pas mal de côté dans les dernières semaines, pensant qu'ils ont l'avenir devant eux et que ce qu'ils vivent pour le moment n'est que de courte durée, puis ils pourront vivre plus tard. Mais toutes les tranches d'âge, on a un ajustement à faire. Là. Oui, exactement. Puis là, on voit que ça devient une prérogative de ramener tout ça dans l'équilibre, bien sûr, tout en respectant les règles. Les personnes âgées ne disent pas on ne veut pas participer à ça. On veut juste, tu parles des ados, les jeunes. Bon, voilà, on voit toutes les répercussions que ça peut avoir sur la santé mentale, la violence conjugale, le développement des habiletés sociales de nos jeunes. C'est sans fin. Fait que l'être humain est fait pour avoir des contacts. Fait que, à un moment donné, je suis content que ça fasse partie du plan de plus en plus. Mais je ne juge pas tout ce qui a été fait. C'est important. On fait les choses du mieux qu'on peut. Je suis certain que ceux qui ont décidé tout ça au départ, c'était avec des bonnes intentions. Peut-être des raisons valables de le faire. Mais là, qu'on nuance tout ça, ça me fait plaisir. Puis on gère de l'inconnu, on ne peut pas en vouloir, c'est l'adaptation. Personne n'avait eu l'expérience auparavant pour faire face aux défis qu'on a relevés en ce moment. En conclusion pour cette semaine, Michel? Oui, bon, ben, je vous remercie Camille. Je suis vraiment touché de l'avoir témoigné de cette façon-là. C'est très inspirant. C'est touchant pour nous autres du Centre d'action bénévole de voir ça. Hein, parce que les bénévoles, c'est la matière de base au Centre d'action bénévole. Oui, tu vas dire Centre d'action bénévole, mais moi, je ne l'avais pas compris comme ça. La première chose, Josiane dit toujours, il faut prendre soin de nos bénévoles. Il faut prendre soin de nos bénévoles. Sans eux, on n'existe pas. Fait que voilà, c'est important de le dire. Et si tu permets, j'en profite pour faire notre annonce pour notre avant-dernière chronique pour l'été. La semaine prochaine, on va se consacrer davantage aux proches aidants. Nous allons avoir en entrevue M. Olivier Lajeunesse de l'Appui. L'Appui, c'est l'Appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, mais qui est au Québec. C'est lui un peu qui finance un peu tout ce qui est aide aux proches aidants. Fait qu'il va venir nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'Appui, qu'est-ce qu'elle peut faire davantage pour les proches aidants. Alors, je trouvais ça important qu'il ait la parole lui aussi, parce que c'est lui un peu qui chapeaute tous les projets qui sont en Gaspésie, qui viennent en aide aux proches aidants. Fait que nous aurons Olivier Lajeunesse de l'Appui la semaine prochaine.
Merci pour cet entretien encore une fois cette semaine. Toujours un grand plaisir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.